Bonsoir Jean-Louis Debré. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous venez de publier Jeux de haine aux éditions Fayard, mais vous êtes aussi le président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale. Et vous continuez à mener cette double carrière politique et romanesque, d'auteur et d'homme politique. Je ne fais plus de politique. Je me suis détaché du monde politique, mais je regarde le monde politique. Il est très présent dans votre livre. Il est très présent parce que je suis fasciné, vu de l'extérieur, vu du Palais Royal, les rapports entre la justice, la politique, le monde de la finance, puisque Jeux de haine, c'est dans le monde de la finance. Et tout ça vit ensemble, vit à côté, mais ce sont des luttes de pouvoir. Et j'ai découvert dans ce monde de la finance, de la banque, de la spéculation, des luttes encore plus dures que dans le monde politique. Bah oui, vous dites, je range les banquiers, enfin, le narrateur, pardon, dit qu'il range les banquiers dans la catégorie des puissants alliés et protégés du pouvoir. Donc, pour vous, c'est presque qu'ils ont plus de pouvoir que les hommes politiques. Mais beaucoup plus de pouvoir. Aujourd'hui, qui domine le monde ? C'est assurément un certain nombre de financiers, de spéculateurs, de banques. C'est un pouvoir qui est fascinant parce qu'il est occulte. Le pouvoir politique, on met un nom. Et en face de ce nom, il y a une responsabilité. Dans le pouvoir de la finance et de la spéculation, c'est pas. Il y en a dans ce monde de la finance qui reçoivent des légions d'honneur données par des ministres très importants. Il y en a qui sont liés à des trésoriers du parti. Enfin, tout ça fait allusion à pas mal d'affaires qui nous font écho, d'affaires contemporaines, non ? J'ai pas suffisamment de talent pour tout inventer. Bettencourt, l'affaire Woerth, l'affaire Madoff, tout ça, c'est un peu... Mais actuellement, tout ça se mêle, s'entrechoque. Et ce qui me fascine, c'est les politiques au milieu de ces règlements de comptes financiers, internationaux. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui dirige le monde. Et vous continuez à leur porter toute votre estime à ces politiques ? J'ai aucune nostalgie, je ne porte plus de jugement aujourd'hui. Je ne suis plus dans cette orientation. Je dirige le Conseil constitutionnel, nous rendons des décisions de justice. Quand j'ai du temps, j'écris, et j'écris sur ce que je connais, sur ce que je vois, sur ce que j'aime, c'est-à-dire ces rapports entre des mondes différents. Mais tout de même, l'actualité vous rattrape, et notamment aujourd'hui, parce qu'on a parlé du Conseil constitutionnel aujourd'hui, puisque... Voilà, la politique se poursuit. Et aujourd'hui, Jean-François Copé, on va l'écouter, et même le président du Sénat, on dit qu'il voulait vérifier la légalité des primaires du Parti socialiste. Écoutons Jean-François Copé et dites-nous comment vous réagissez, parce que là, on parle de légalité, on parle de constitutionnalité. Il y a un côté aussi très, très troublant dans le côté, censitaire de cette élection, puisqu'il faut payer. C'est un côté monarchie de juillet qui est un peu troublant. Voilà. Voilà, il attaque l'organisation des élections primaires en disant que les listes électorales qui vont être utilisées, ça sera peut-être pas tout à fait légal, peut-être pas constitutionnel. Le fait qu'on doive payer 1 € pour participer au scrutin des primaires, c'est peut-être pas tout à fait légal, il dit censitaire. Et puis le président du Sénat aussi dit qu'il va vérifier la légalité. Il y a un problème ? Vous qui êtes le juge suprême. Moi, je ne commande pas les déclarations des hommes politiques. Je n'ai pas entendu qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel. Ils vont vérifier la légalité. C'est leur problème. Le Conseil constitutionnel rend des décisions. Et pour ce qui concerne l'élection présidentielle, nous sommes... le Conseil constitutionnel organise l'élection, mais de par la Constitution, l'élection, la procédure d'élection. Il n'a pas vocation à vérifier ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques. Donc les primaires, pour vous, ça ne rentre pas dans votre domaine. Mais pourtant, François Lamy, qui est un socialiste proche de Martine Aubry, il dit « Toutes les procédures d'organisation des primaires ont été examinées avec la Commission nationale informatique et liberté, la Commission nationale des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel et le ministère de l'Intérieur. » Nous donnons des avis sur la composition des comptes de campagne, sur l'organisation de la présentation des présentateurs, puisque vous savez que pour être candidat, il faut être présenté par 500 notables, etc. Mais nous n'intervenons pas dans la vie des partis politiques. Donc la primaire, c'est le parti politique seulement, et c'est pas du tout lié aux règles constitutionnelles. Encore une fois, je ne commande pas les déclarations de ces messieurs. Je dis simplement que la vocation du Conseil constitutionnel n'est pas de vérifier ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques.
Donc moi je comprends, les primaires c'est à l'intérieur du parti politique et c'est son affaire. Et donc dans le fond les autres partis politiques on s'en mêle de façon un petit peu... Non mais ça, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Mon problème c'est le respect de la Constitution, des lois et des droits qui sont garantis par la Constitution. Point, c'est tout. Et pour ce qui concerne les élections, nous sommes juges du contentieux électoral pour les élections des députés et des sénateurs. Et pour ce qui concerne l'élection présidentielle, nous l'organisons, nous la surveillons, mais nous l'organisons et surveillons la phase qui est prévue par les lois de la République. Et les lois de la République que vous connaissez par cœur, évidemment, et que vous appliquez en permanence dans votre travail, est-ce qu'elles suffisent aujourd'hui sur la laïcité ou fallait-il un débat? Faut-il en rediscuter à votre avis? Vous qui, je dirais, êtes dépositaire de toute cette connaissance. Je vois bien que vous voulez me faire intervenir dans un débat politique. Non, mais moi, je l'ai dit quand j'étais parlementaire, profondément laïque. Il y a pour moi une architecture qui a été bâtie au fil du temps. C'est la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est la loi sur le port du voile à l'école, les signes ostentatoires. C'est la loi qui a été récemment votée. Je pense que nous avons, et c'est la Constitution qui dit que la France est une république laïque. Je crois que nous avons là les textes essentiels qui nous permettent, si nous sommes saisis, de faire respecter les principes de laïcité. L'État ne subventionne, n'intervient dans aucun culte, et c'est la liberté. C'est une loi, la loi de 1905, fondamentale, qui est arrivée après un long combat de la Troisième République qui a opposé les cléricaux aux anticléricaux et qui... Elle nous suffit dans le fond, elle nous suffit et on n'a pas besoin de rappeler tout cela, d'en faire un code de la laïcité, de faire une résolution de la laïcité. Pour moi, la loi, tant qu'elle n'a pas été abrogée, est la loi de la République. Et donc, je n'applique que les lois de la République. Vous regardez vos successeurs, alors à l'Assemblée nationale, mais aussi au ministère de l'Intérieur, avec amitié, vous comprenez que c'est difficile. Vous avez vu Claude Guéant essuyer les tirs des parlementaires. Vous vous êtes dit, oh là là, c'est dur. Oui, je regarde avec sympathie, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. Hein. Je n'appartiens à aucun parti politique, je suis en dehors de tout cela. Je comprends aussi combien il est difficile, lorsqu'on n'a pas été élevé, façonné par le monde parlementaire, d'arriver tout d'un coup dans ce monde parlementaire. C'est quelque chose de délicat et difficile. Voilà, je regarde ça avec détachement, sans nostalgie, mais je les remercie tous les jours en lisant les journaux parce qu'ils me donnent des éléments pour mes romans policiers. Les ingrédients de vos romans policiers. Il y a aussi dans votre travail maintenant quelque chose de très important, c'est la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Oui. C'est que chaque citoyen peut maintenant intervenir auprès de vous et vous dire ça c'est pas conforme à la Constitution, je suis pas d'accord. Oui, tout à fait. La loi qu'on m'oppose n'est pas conforme à la Constitution et donc vérifier si cette loi respecte les droits et libertés qui sont garantis par la Constitution. Ça change beaucoup votre travail. Ça a tout changé au Conseil et ça changera dans l'avenir l'architecture juridictionnelle française. Juste un chiffre. Lorsque je suis arrivé au Conseil constitutionnel, le Conseil rendait 20 décisions par an. Nous en rendons 200. L'activité principale du Conseil aujourd'hui, c'est les QPC, c'est-à-dire les saisines qui viennent des justiciables, et non plus la saisine qui vient des politiques. Donc, ça a tout changé. Ça a changé l'ambiance, ça a changé la réalité, ça a changé notre perception de la loi. Puisque mais est-ce que ça doit changer la composition du Conseil constitutionnel? Certains disent que ça devient une Cour suprême et donc il faudrait des juges indépendants qui ne seraient pas nommés par les pouvoirs politiques. Tous les juges sont nommés par le pouvoir politique. Même à la Cour suprême américaine? Alors, même à la Cour suprême américaine. Vous savez, ce que je demande simplement, c'est qu'on regarde depuis que le Conseil constitutionnel existe, et surtout depuis quelques années, si nous avons rendu des décisions de complaisance. Non. Nous sommes indépendants et nous sommes libres. Nous n'avons pas de carrière à faire, nous n'avons plus de carrière à faire, et c'est ça l'indépendance. Et l'indépendance, c'est d'écrire aussi des romans et de voir ses amis. Je finis, parce que vous êtes toujours très proche de Jacques Chirac, vous le voyez régulièrement.
On a lu une tribune de son gendre, Frédéric Salabarou, au moment de la discussion sur les reports de voix vers le Front National, PS, Front National, les consignes de vote. Et il y a eu une tribune qu'on a interprétée un peu comme un avis de l'ancien président, très hostile à cette non-consigne de vote. Et Frédéric Salabarou disait moi, je voterai PS s'il le faut. C'était ça un peu l'idée du président, de l'ancien président? J'ai une très très grande affection et amitié pour Jacques Chirac. Et cette affection et amitié, elle est fondée sur le fait que lorsque je parle avec lui, je garde ces conversations pour moi. Mais on se trompe quand on interprète ça ainsi? Vous êtes fantastique. Vous voulez me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Eh bien, je ne le dirai pas. Alors, je vais vous citer une phrase d'un de mes confrères, Bruno Dive, qui a écrit un livre sur Jacques Chirac. Et il cite une anecdote. Il cite une anecdote d'un beau jour de 2009 où vous recevez à votre bureau une lettre de l'ancien président qui attire votre attention sur le cas d'une jeune femme, fille d'un commerçant d'une bourgade de Corrèze. Et il écrit au feutre rouge à côté: trouve-lui un emploi au conseil. Et là, selon le livre de Bruno Dive, mon confrère, vous lui dites: mais enfin, monsieur, ça ne vous suffit pas, tout ce qui vous arrive, il faut que vous en rajoutiez. Et il vous dit: c'est la fille du charcutier de Mémac. Oui, c'est Chirac. C'est Chirac qui, lorsqu'il peut aider quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes dans son commerce, il cherche par tous les moyens à les aider, ces personnes. C'est son côté ouvert sur les autres. Et je crois que c'est comme ça que je l'aime. Et il est toujours, il y a encore quelques jours, il me dit: il faut aider telle personne qui a des difficultés. Oui, c'est pour lui la fraternité qui est inscrite sur tous les frontons de nos mairies. Eh bien, c'est l'expression de cette solidarité qui doit unir les politiques aux autres. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en procès pour des emplois fictifs. Et il le fait d'autant plus qu'il ne sollicite aucun suffrage. Et ça montre bien que sa démarche, qui pouvait avant être considérée par certains comme pas dénuée d'arrière-pensée, aujourd'hui est totalement dénuée d'arrière-pensée. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis Debray. Jeu de haine, c'est le nom de votre livre chez Fayard, où on retrouve un peu les coulisses de la politique, mais aussi de la finance cette fois-ci. Merci. Restez avec nous après le journal de Mathieu Coache, le feuilleton politique bien sûr, et puis on reparle d'Aimé Césaire et Christine Boutin vient sur notre plateau.